bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo. Ensemble, nous ferons la tour de l'actualité de la semaine dans les Yvelines, le sommaire de ce vendredi 18 octobre. Le 4 juillet dernier, la station d'épuration à Achères était victime d'un incendie. Une semaine après, des centaines de poissons étaient retrouvés morts dans la Seine. Depuis, la préfecture fait des points réguliers de la situation. Jeudi 17 octobre avait lieu la 4e réunion d'information. Comme tous les ans, les 259 maires yvelinois se sont donné rendez-vous aux universités des mairies. Cette année, ils ont également invité leurs collègues des Hauts-de-Seine. Nous reviendrons sur cet événement avec notre invité, le président de l'association des maires ruraux des Yvelines. Une crèche à la gare de Villeneuve-le-Pontchartrain, le Tour de France 2020 qui passera par Mantes-la-Jolie et l'Open de golf qui a débuté ce jeudi au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Nous ferons le tour sur l'actualité qui a marqué le département cette semaine. Un peu plus de 3 mois après l'incendie survenu à la station d'épuration d'Achères, une 4e réunion d'information s'est déroulée jeudi 17 octobre à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. Le point avec Aurélie Ronze et Grégory Canalet. Représentants de l'État, du SIAP, élus et associations, ils se sont une nouvelle fois réunis pour faire le point sur les conséquences de l'incendie survenu le 3 juillet dernier à la station d'épuration d'Achères. Souvenez-vous, plusieurs tonnes de poissons morts avaient été repêchés dans la Seine. Si la cause de l'incendie n'est pas encore trouvée à ce jour, l'activité de traitement des eaux usées fonctionne à plus de 90%. Une amélioration substantielle va avoir lieu à partir du 14 novembre. Puis, des travaux complémentaires vont être engagés, notamment pour la détection incendie. Et ces travaux seront terminés au 28 février prochain. Et puis, nous aurons un retour progressif à la pleine capacité, mais en effet, ça prend du temps, environ 4 années encore. Le préfet des Yvelines a par ailleurs prescrit plusieurs audits concernant notamment la sécurité. De son côté, le SIAP, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, se veut rassurant. Ce qui s'est passé lors de l'incident, c'est qu'on n'a pas pu accepter les eaux d'égout qui arrivaient avec les pollutions humaines et qui a consommé l'oxygène dans la Seine en se dégradant, et c'est le manque d'oxygène dans la Seine qui a fait que les poissons sont morts par asphyxie, mais il n'y a pas eu de produits chimiques dans la Seine. Donc on voit bien que ces équipements sont absolument nécessaires et que l'audit doit travailler aussi à nous faire avancer sur comment avoir une redondance ou du moins un schéma de secours en cas de nouveaux problèmes. En plus de ces audits, un plan particulier d'intervention sera mis en place. Sa consultation est possible jusqu'au 5 novembre sur le site de la préfecture des Yvelines ainsi que dans les communes concernées. Une 5e réunion est également prévue à la mi-décembre en sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. Dans son discours prononcé au Congrès national de l'Association des maires ruraux de France le 20 septembre dernier, le Premier ministre Édouard Philippe alertait sur les préjugés de la ruralité. Je cite « Entre le bonheur est dans le pré et la terre de Zola, il y a de la place pour une infinie variété de situations, avec des territoires ruraux qui vont très bien, d'autres qui sont dans une grande difficulté. Et puis on l'oublie, mais l'exode rural est derrière nous. Aujourd'hui, la population des campagnes augmente plus vite que celle des villes. » Philippe Gesselan, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'Association des maires ruraux des Yvelines et également maire de Méricourt, une commune d'un peu plus de 430 habitants. Les communes rurales des Yvelines, elles sont à l'image de ce qu'a dit Édouard Philippe ? Oui, nos communes regagnent en population. C'est d'ailleurs assez paradoxal, c'est au moment où on a eu un mouvement de l'État qui tentait à faire disparaître un peu les communes. C'est là où elles sont en train de reprendre tout leur rôle et de regagner en population, aussi en développement économique. Des communes qui vont bien, d'autres qui vont moins bien. Les Yvelines aussi, c'est représentatif de cela ? Oui, c'est vrai. On a malgré tout des communes qui sont dans des zones assez reculées. Il y a encore des zones blanches, des zones où il n'y a pas de transport collectif. Voilà, donc si pas de transport collectif, ça veut dire pas d'accès à la culture, aux grands équipements. Voilà, c'est toutes des problématiques que nous devons régler aussi dans les Yvelines. Les mairies étaient à l'honneur cette semaine et plus précisément mercredi. Se sont déroulées les universités des mairies à Port-Marly. C'est le rendez-vous des maires des Yvelines. Pour cette édition 2019, l'événement était organisé avec l'Association des maires de Hauts-de-Seine. Toute la journée, les élus municipaux ont pu rencontrer des partenaires et échanger sur leurs conditions d'exercice. Reportage de Nicolas Dandry et Grégory Canalet. Ils sont 259 dans les Yvelines, 36 dans les Hauts-de-Seine. Les maires des deux départements avaient rendez-vous pour la première fois ensemble aux universités des mairies. Des ateliers, des tables rondes organisées pour les élus municipaux, avec notamment des partenaires d'autres collectivités. On a une véritable écoute. On se rend compte que la proximité est quelque chose de fondamental. Le département est
nécessaire pour que nous, les maires, on puisse travailler en bonne intelligence et avec cette reconnaissance de l'attente de la population. Donc le préfet, vous l'avez cité, il est vrai que nous avons un préfet qui est complètement à l'écoute, qui connaît, qui vient nous voir et qui sait comment agir et sur quoi appuyer pour pouvoir nous apporter cette aide. Si le contexte est difficile, les communes peuvent bénéficier d'aides venant des intercommunalités, des départements, des régions et de l'État à travers les services déconcentrés. Des aides sur le vélo, des aides sur les transports propres, des aides sur le verdissement de la ville, des aides sur le patrimoine avec un bonus de 200 000 € pour tous les villages qui ont des besoins de rénovation de patrimoine. Je n'oppose pas la nécessaire décentralisation et son approfondissement à un État qui soit renforcé sur le territoire. Antagoniser les uns et les autres n'a pas de sens. Nous avons besoin les uns des autres. Des partenaires privés présents du secteur de l'immobilier, des travaux publics ou du transport, avec de curieuses découvertes comme le gouvernail, un mélange entre la boussole et la carte, un moyen d'information pour se déplacer et valoriser le patrimoine d'une commune, une idée de la start-up Vogue, lancée il y a moins d'1 an. Je veux par exemple aller sur le stand de la SNCF. Je ne sais pas où se trouve le stand de la SNCF, donc j'ai juste à chercher à la lettre S, SNCF. Ils sont en secteur 3. Donc je prends le gouvernail, je tourne avec lui. Je positionne le secteur 3 devant moi et voilà, je vois immédiatement SNCF. Voilà, je me suis mis physiquement et mentalement face à ma destination. Cette solution pourrait apparaître prochainement dans les rues yvelinoises. Et plusieurs émissions étaient enregistrées durant ces Université des mairies par notre chaîne TV78. Vous pouvez les retrouver au courant de la semaine prochaine sur notre site internet. Philippe Gesselon, vous y étiez à ces Universités des mairies. Pourquoi est-ce intéressant d'y aller ? C'est l'événement de l'année pour tous les élus yvelinois. C'est l'occasion de se rencontrer dans un cadre convivial. On l'a vu dans le reportage, c'est l'occasion de rencontrer, il y a le président du département, la présidente de la région, le président du Sénat, notre préfet qui étaient présents et qui ont participé. Voilà, c'est l'occasion de pouvoir échanger avec eux dans un cadre plutôt sympathique, de rencontrer aussi les partenaires. Et voilà, et nous aussi entre élus, ça change un peu des instances dans lesquelles on a l'habitude de se rencontrer. Et voilà, c'est un événement que je trouve incontournable pour tous les élus. Alors dans le reportage, on l'a vu, la maire de Plaisir parle de l'importance de la proximité, du lien. C'est ce que vous recherchez quand vous allez à ce genre d'événement ? Bien sûr, absolument. Oui. On a besoin, on l'a vu là, avec la présidente de la région. Franchement, Valérie Pécresse, depuis qu'elle est arrivée à la région, c'est devenu un vrai partenaire pour nous. Mais on a aussi besoin du département, parce que le département est le principal financeur aussi de nos communes. Et c'est l'occasion justement de mettre tous ces gens en relation et de parler de nos projets et de les faire mûrir ensemble. Alors, il y avait des tables rondes, des ateliers, vous avez participé auxquels vous ? Alors, pour le coup, j'ai pas participé à l'atelier parce que j'avais un rendez-vous avec le président Larcher pendant les ateliers du matin pour parler justement de la ruralité et puis des réformes territoriales et de leurs conséquences sur notre territoire. Mais je sais que John Billard, le vice-président de la MRF, était venu pour parler de la première cabine de télémédecine qu'il a mis en place sur sa commune et parler du numérique également. Mais voilà, il y a toujours des ateliers et des tables rondes qui sont de très haute qualité. Dans l'actualité ces derniers mois, on a vu plusieurs maires jeter l'éponge, démissionner, renoncer à se présenter aux futures élections municipales. Qu'est-ce qui a conduit à ce climat ? Les réformes qu'on appelle les lois NOTRe et MAPTAM ont vraiment abîmé la commune et abîmé le mandat de maire. On a un mandat qui est très très compliqué, tout simplement parce qu'on a marié de force des communes qui n'en avaient pas l'envie ni le besoin, et ça a créé un climat qui n'est pas très sain pour le fonctionnement de nos institutions. C'est difficile de travailler au sein de l'agglomération, par exemple ? Oui, c'est très compliqué. Les élus on a perdu des compétences, on a perdu en proximité avec nos habitants. On est souvent éloigné de notre territoire parce que les réunions sont à l'extérieur des communes. Voilà, tout un tas de facteurs qui fait que beaucoup d'élus se sont sentis un peu dépassés par les événements. On est submergé de réunions et surtout d'informations papier et d'informations par mail. Moi, je reçois à peu près 150 mails par jour, vous voyez. Donc, il y a beaucoup d'élus qui n'ont pas de secrétariat, qui sont obligés de traiter, enfin, des petits élus qui sont obligés de traiter ces informations seuls, et au bout d'un moment, ils décrochent. Comment faire pour remédier à cela, alors ? Eh ben, il faut remettre le maire au centre des décisions, lui redonner
lui redonner la place qui était la sienne. Par exemple, sur des grandes intercommunalités comme la GPSO, Communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, je pense qu'il faut revoir l'organisation de cette grosse machine et peut-être la réorganiser autour de pôles et de manière à ce que les élus du Mantois puissent travailler sur les problématiques du Mantois et ceux de Conflans ou d'Archères ou Poissy puissent travailler chez eux sur leurs problématiques propres et puis de temps en temps, bien sûr, autour des instances comme la conférence des maires, se retrouver pour parler des grands sujets. Alors, à l'occasion de ces universités des mairies, justement, représentants de l'État, élus locaux et monde agricole se sont réunis pour signer un document, la charte de bon voisinage. Elle a pour but de mettre fin à ce qu'on appelle communément l'agribashing, c'est-à-dire le dénigrement des agriculteurs. Signature dans un contexte particulier dans les Yvelines. 3 communes ont pris des arrêtés anti-pesticides. La charte engage les agriculteurs vis-à-vis des habitants sur un certain nombre de points. On écoute le président de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France au micro de Grégory Canalet et Nicolas Dandry. On s'engage à utiliser notamment tout un tas de techniques qui permet la limite de dérive de nos produits phytosanitaires par l'utilisation par exemple de buses anti-dérive, par un certain nombre de facteurs qui sont déjà prévus par la loi, mais par exemple le fait de passer un permis à traiter, la transparence sur notre façon de travailler, la réduction des doses, ne pas traiter à des vents de plus de 19 km/h, enfin tout un tas de facteurs aujourd'hui qui sont très engageants pour l'agriculteur. Que la population ne voit sans doute pas, mais qui vise à limiter justement cet impact et le risque qu'il pourrait y avoir en fait vis-à-vis des habitants. Le lendemain de cette signature, la ville de Rambouillet a rapporté un incident sur sa commune. Des habitants ont appelé la mairie pour signaler un épandage agricole à l'odeur nauséabonde. Épandage qui a été contrôlé par la police municipale. La mairie rapporte sur son site internet que le produit était un adjuvant 100% végétal. Philippe Beslan, ça arrive souvent ce genre de situation ? Oui, ça peut arriver, mais bon, les odeurs, c'est pas souvent ce qui pollue le plus. Hein. Évidemment, c'est désagréable. On a le cas souvent avec les épandages. Hein. Mais pour revenir sur votre reportage, il ne faudrait pas faire des agriculteurs des martyrs. Moi, je pense que, évidemment, les élus ont tous à cœur d'avoir une commune dans laquelle on peut respirer un bon air et que nos populations soient en toute sécurité. Mais moi, je trouve que le problème des épandages, des pesticides et des produits phytosanitaires, c'est un problème qui relève à la fois du scientifique et aussi encadré par la loi. Il me paraît difficile pour les élus que nous sommes, à moins d'être un élu qui est connaisseur, de prendre un arrêté qui va à l'encontre de la loi. Voilà. Après, moi, je pense qu'il faut travailler avec les agriculteurs. Il faut pas, faut leur laisser le temps de s'adapter. Ça fait 50 ans qu'on est dans une agriculture assez intensive. Voilà. Il faut changer de modèle, mais il faut les accompagner. Notre agriculture, c'est un fleuron national, et voilà, on ne peut pas se passer de nos agriculteurs comme ça. Donc cette charte de bon voisinage, ça peut être une bonne solution pour rétablir un peu le lien entre les agriculteurs et leurs voisins. Exactement. Voilà, il faut commencer par ça. C'est très bien. Alors Philippe Gesselon, vous restez avec nous. Nous allons parler d'une initiative de la région Île-de-France et de la SNCF, une microcrèche dans une gare. C'est ce dont bénéficient 10 enfants de moins de 3 ans dont les parents sont des usagers des transports depuis septembre à la gare de Villeneuve-le-Pontchartrain. Un espace de 148 mètres carrés pour un coût total de 500 000 €. D'ici 2024, 20 projets petite enfance devraient ouvrir sous le même modèle dans la région. 2 à 4 encadrants sont sur place et s'adaptent aux horaires des parents, comme l'explique Estelle Chevalier au micro de Michael Elmidoro. On peut imaginer un train en retard, la personne est plus assurée de pouvoir récupérer ses enfants de manière, comme le train de toute façon arrive en retard, le personnel de la crèche peut avoir une indulgence qu'on n'a pas forcément ailleurs dans les autres crèches. Une crèche dans une gare rurale, c'est une bonne nouvelle ? Très bien. Oui. Il y a une demande et je pense que c'est bien d'avoir récupéré des mètres carrés inutilisés maintenant pour en faire des micro-crèches. On peut aussi les transformer pour faire autre chose, comme du coworking, du télétravail. Il y a peut-être d'autres services aussi à mettre dans ces endroits, mais pour le coup, ça rend d'énormes services à nos habitants qui habitent à la campagne mais qui continuent à travailler à la ville.
Justement, la petite enfance, c'est souvent une problématique qui revient dans les petites communes. Il n'y a pas forcément de crèche ou de moyens de garde. On n'a pas de crèche, on n'a pas beaucoup d'assistantes maternelles. Justement, charge à nous, élus locaux, de mettre à disposition des lieux où on pourrait réunir des assistantes maternelles pour avoir un endroit où les parents, unique où les parents pourraient justement venir déposer, rechercher leur petit bambin avant d'aller au travail. Ça permettrait aussi d'avoir des amplitudes horaires suffisamment importantes pour que les parents puissent prendre le train le matin de bonne heure. Alors, autres lieux qui peuvent manquer dans les communes rurales, on parlait tout à l'heure des zones blanches, mais il y a aussi un problème de médecins, le manque de médecins de campagne. Oui. Alors ça fait partie d'une des propositions qu'on a fait pour l'agenda rural. Nous, ce qu'on demande, c'est que les étudiants du dernier cycle puissent venir faire un stage d'au moins 6 mois dans les communes rurales, soit dans les cabinets, soit dans les maisons de santé. Ça permettrait de leur faire connaître, découvrir nos territoires ruraux, parce qu'aujourd'hui, les jeunes médecins vont s'implanter plutôt en ville et plutôt dans le sud de la France. Voilà. Et pour le coup, ça leur permettrait de découvrir les zones rurales et la vie en ruralité, qui est une vie aussi formidable. Philippe Buesseland, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci d'être venu sur notre plateau. Je le rappelle, vous êtes président de l'Association des maires ruraux de France et maire de Méricourt. La saison estivale s'est terminée le 21 septembre. L'occasion pour le département de publier son étude sur la fréquentation touristique. Un été 2019 considéré comme un bon cru dans la lignée de 2018. 18% des sites enregistrent une fréquentation inhabituelle entre juin et août. Année record pour le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye avec une progression de 24% d'entrées. Meilleure année depuis 50 ans pour la direction du château de Breteuil à Choiseul. Plus 16% de fréquentation au zoo safari de Thoiry. Stabilité enfin du côté du château de Versailles avec plus de 3 millions de visiteurs enregistrés. En revanche, le bilan est plus mitigé du côté des hôteliers. 68% d'entre eux estiment que la saison était moyenne, voire mauvaise. Et à Versailles, justement, où le potager du roi se retrouve au cœur d'une polémique. Le 4 octobre dernier, un article du Figaro titré « La lente agonie du potager du roi ». Accusé de ne plus s'occuper des arbres fruitiers, mais aussi de laisser les murets et les allées à l'abandon, les jardiniers et l'École nationale supérieure de paysage prennent la parole pour rétablir la vérité. Reportage de Mathilde Demilly. Le potager du roi est au cœur d'une controverse, suite à l'article du Figaro du 4 octobre 2019 qui explique, photo à l'appui, la dégradation du jardin. L'École nationale supérieure de paysage rappelle que la construction du potager a commencé en 1678 et que de nombreuses restaurations ont été faites malgré le manque de mécénat. Effectivement, les photos montrent des murs qui sont dans un état dégradé, puisque nous avons fait des diagnostics assez approfondis et on sait aujourd'hui qu'il y a une part importante des murs, 15% des murs qui nécessitent une intervention urgente, 30% qui nécessitent des interventions rapides. Mais effectivement, nous sommes en mesure aujourd'hui de déployer un programme de travaux. Des parcelles vides ou abîmées, des murets qui s'effritent, des arbres en mauvais état. Pour cela, 4,5 millions d'euros vont être utilisés pour des travaux de rénovation. L'objectif du potager est de retirer les arbres pour reconstruire les murets du jardin, puis replanter les espèces. Des travaux qui commenceront fin 2019 et qui s'étendront sur 2020. Quand on refait un mur, ça ne veut pas dire que tout d'un coup il y a des arbres fruitiers dessus. Il y a du temps, un temps de conservation, de préservation de nos sols, il y a un temps de remise en vie de nos sols, il y a un temps de mise en place sur le mur, le temps que le mur lui-même, on va dire, arrête de bouger. Donc il faut compter entre le moment où un mur est refait et que ce mur est beau d'un point de vue de la production, il faut compter bien 8, 9, peut-être même 10 ans. Des dégradations datant depuis la fin du 19e siècle qui s'accumulent et qui nécessitent aujourd'hui de nombreuses restaurations. Les jardiniers du potager du roi prévoient donc le renouvellement du patrimoine arboré dans les années à venir.
On l'a appris ce mardi, le Tour de France 2020 passera par les Yvelines. Après Houille en 2018 et Rambouillet en 2019, le département va accueillir pour la 3e année consécutive la Grande Boucle. Cette année, c'est la ville de Mantes-la-Jolie qui a été retenue pour recevoir l'événement le 19 juillet prochain. La dernière fois que la ville l'a vu passer les cyclistes entre maillots jaunes et blancs, c'était en 2014 lors de l'étape Amiens-Chartres. Mais ce n'est pas vraiment une surprise, le département des Yvelines et le groupe ASO, organisateur du Tour de France, avaient signé en mars 2019 une convention pour accueillir les dernières étapes du Tour de France jusqu'en 2023. On écoute Alexandre Joly, vice-président délégué au sport, interrogé par Mickaël Elmidoro. Il faut se souvenir que 2024 sera l'année des Jeux Olympiques et que le département accueillera le vélo. Mais au-delà de ça, le vélo dans les Yvelines, c'est un vélo partage, c'est un vélo pour visiter, c'est aussi un vélo santé. C'est un vélo pour tous, puisque le département a 850 km de voies cyclables. Mais avant le cyclisme, le golf. Depuis jeudi a débuté la 103e édition de l'Open de France au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. 3 Français participent à la compétition, Victor Dubuisson, Alexander Lévy et Victor Pérez. Après 2 jours de qualification jeudi et vendredi, les derniers tours seront pour ce week-end. Près de 20 000 personnes présentes sur cette date automnale inhabituelle pour cet événement programmé généralement pendant l'été. Le directeur du golf national au micro de Patrick Jacques de Dixmude et Mickaël Elmidoro. C'est différent parce qu'on n'est pas du tout à notre date depuis 15 ans. On a l'habitude d'avoir le dernier week-end de juin au premier week-end de juillet. Et là, on est mi-octobre. Donc ça nous change au niveau de la physionomie un peu, au niveau des vêtements, par exemple. Mais franchement, il y a de quoi amuser et occuper le public qui vient. Du 19 au 21 octobre, une troupe de 40 artistes se produit à Versailles. Il s'agit d'un cirque musical qui raconte sous un chapiteau l'histoire de Phineas Taylor, le créateur du cirque moderne aux États-Unis. Ce projet est né dans les Yvelines à Versailles. Aurélie Ronze et Mathilde Demilly ont pu suivre les répétitions. Ils sont 25 sur scène à danser, chanter et déclamer. Ces bénévoles font partie de l'association Le Cirque Musical. Leur projet est réinterpréter sous forme de comédie musicale l'histoire de Phineas Taylor Barnum, le créateur du cirque moderne aux États-Unis. C'est en voyant le film The Greatest Showman avec Hugh Jackman que le président de l'association versaillaise a décidé de lancer ce projet. Certains disent que c'était un gredin et qu'il s'est servi de beaucoup de gens. D'autres retiendront plutôt que c'était quelqu'un qui avait un grand cœur et qui s'est du coup inspiré de ces personnes-là et qui leur a donné un lieu pour s'exprimer. Et donc on a retenu cette histoire, cette vision d'accueil, cette vision de partage sur une scène autour d'un show. Il s'agit de la première comédie musicale sous chapiteau. Avec les personnes en coulisses, cette troupe d'amateurs et de semi-professionnels est composée d'une 40aine de bénévoles. Au cœur de cette aventure artistique, la sublimation des différences. J'interprète la chanson This Is Me, donc qui est une chanson qui parle vraiment de blessures. C'est là, voilà, quand Letty, la femme à barbe, se fait rejeter de la troupe. Et d'ailleurs, ça me touche énormément en fait de travailler ce texte. C'est un excellent exercice de théâtre d'aller rechercher ses propres blessures, en fait, dans sa propre histoire. Et après, d'être un peu écorché vif en fait sur scène. 17 dates sont programmées pour cette tournée d'automne. 6 représentations auront lieu à Versailles à partir du 19 octobre. À l'occasion du mois des aidants, un appartement témoin présente en Seine-et-Marne de nombreuses adaptations et matériels pour faciliter la vie des personnes âgées à domicile. Reportage de nos confrères via Grand Paris. La salle de bain, un piège pour les personnes âgées. C'est le premier lieu d'accident. On peut pourtant prévenir les chutes grâce à quelques aménagements très simples. Pour les baignoires par exemple, vous pouvez trouver une planche de bain. Hop. Donc on file sur la baignoire et donc avec celle-ci on va pouvoir s'installer dessus et éviter les chutes qu'on pourrait avoir en franchissant la baignoire. Ici on a un rehausseur de WC
Donc ça va aider les personnes qui en ont besoin à se lever plus facilement. Ici, on va avoir quelque chose qui évite de se baisser pour se laver les pieds. Là, on va trouver un tabouret qu'on installe dans la douche. Donc comme la douche c'est instable, voilà, ça va éviter de glisser dans la douche. Bien vivre le plus longtemps possible, c'est rester chez soi. De nombreuses adaptations et matériels sont proposés pour faciliter la vie des personnes âgées. Des solutions qui existent aussi pour leur permettre d'adapter leurs loisirs à leur handicap. On va pouvoir par exemple s'équiper avec des téléphones à grosse touche. On a les problèmes cognitifs, personnes qui vont avoir des difficultés pour se repérer également dans l'espace ou dans le temps, ou des systèmes de téléphone avec rappel par exemple vont être intéressants. Et puis on va avoir les problèmes de personnes qui vont être isolées socialement avec la fracture numérique. Et là on a aujourd'hui des outils informatiques qui peuvent être facilitants pour des seniors qui sont en difficulté pour communiquer avec l'extérieur. La déficience visuelle est un des plus gros handicaps chez les seniors. Il existe aujourd'hui tout un tas d'aides techniques, des loupes grossissantes, des systèmes de loupes électroniques, mais aussi des petits objets usuels du quotidien, tels des cartes qui vont être grossis pour pouvoir permettre aux personnes à basse vision de pouvoir jouer avec leurs proches. Ces aménagements et ces matériels peuvent être financés par le département de Seine-et-Marne. Nous pouvons prendre en charge financièrement un certain nombre d'aides techniques telles qu'elles sont présentées ici, des aides réversibles, pas d'adaptation de logement proprement parlé, mais des aides pratiques pour manger, se déplacer, vivre, travailler entre guillemets, avoir une activité et rester donc actif même avec le grand âge. Cet appartement, qui présente des espaces de vie d'une habitation, partira à la rencontre du grand public dans divers lieux du territoire, gares, centres commerciaux, prochain salon des seniors. Objectif, venir au plus près des milliers de Seine-et-Marnais qui aident un proche âgé ou handicapé. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec des images de la fabrication d'une robe en chocolat. Retour sur l'actualité dès lundi dans le 7-8 Journal. Bon week-end sur TV78.